depuis lundi avec Stéphane Habib, accompagné chaque jour par une personne différente, Mathieu Pot-Bonneville, Smith et Marielle Massé. On a tenté de réfléchir sur et avec le cinéma d'Alain Guiraudy, et depuis 2 jours, en la présence d'Alain Guiraudy. Nous avions décidé, et nous en avons parlé avec Alain, avec Stéphane, oui, pardon. De conclure et de voir de voir avec Alain comment le politique circule dans son cinéma, à la fois de manière frontale, mais aussi souvent à la lisière, on pourrait presque dire, parfois, presque entre les plans, comme par surprise. Donc, la politique, comment ça advient dans le cinéma d'Alain Guiraudy. Et justement, je vais essayer, pour lancer la discussion, de l'aborder peut-être d'une façon inattendue, du point de vue de la machinerie, si j'ose dire. Catherine Breillat, qui est une cinéaste que vous devez connaître, qui a été la réalisatrice d'un film qui a fait beaucoup parler de lui par le scandale qu'il a provoqué à la fin des années 80, qui s'appelle toujours 36 fillettes, et qui fut une des premières réalisatrices, peut-être avec Christine Pascal, quelques années auparavant, à se coltiner frontalement les problèmes de la sexualité au cinéma et ses modes de représentation. Il se trouve qu'hier, elle répondait à un entretien, puisqu'elle est présidente du jury du Festival de Locarno, qui a lieu simultanément, et elle répondait à une question, et à sa manière toujours très provocatrice, qui m'a semblé toucher à la fois l'éthique, le professionnel et la politique. On la questionne à propos du cinéma d'Abdelatif Kechiche, et non pas sa façon de représenter la sexualité, mais le temps de tournage des scènes de sexe. Et quand on lui dit, elle répond à ce sujet, elle dit en gros que 15 jours, quand Kechiche consacre 15 jours à une scène de sexe, qui selon elle est une forme de prostitution des actrices, ou de l'obligation de la prostitution des actrices, elle dit qu'elle pourrait tourner cette scène en une journée. Et je voulais te demander, Alain, pour démarrer ce débat, que suscitait chez toi cette réaction ? Que suscitait chez toi cette remarque de Catherine Breillat ? Alors après, oui, alors c'est sur l'économie du cinéma. Effectivement, oui, on se dit que c'est quand même long, quoi. Oui, effectivement, 15 jours, bon, ça fait... en plus, je sais... enfin, moi, effectivement, j'ai l'impression que, toujours pareil, après, c'est la question du consentement. Hein, je ne sais pas exactement où en était. Je ne sais pas si elle parle de la vie d'Adèle, ou si elle parle du dernier, c'est en référence à Adèle, ou si c'est en référence, ou quand même, j'ai l'impression qu'Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux étaient tout à fait consentantes, quoi, dans cette histoire. Moi, je suis beaucoup plus gêné aux entournures, effectivement, sur Intermezzo, où j'entends dire quand même que la comédienne principale se barre en cours de projection à Cannes parce qu'elle n'a pas été au courant. Elle, on l'a amenée grosso modo par du harcèlement et des trucs pas très nets, et y compris de l'alcoolisme, à une scène de sexe non simulé, et on lui a refusé la projection pour qu'elle-même voit ce qui était projeté sur l'écran, quoi, voilà. Donc effectivement, mais je pense que ça se joue même en termes social, quoi. Ça pourrait se régler effectivement ce genre de truc ça relève du je sais pas, ça relève du pénal, ça relève au moins des prud'hommes, quoi. Je pense du droit du travail, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui ne se font pas, quoi, effectivement. Après, si c'est 15 jours payés, je ne sais pas non plus quelles sont les conditions, et quelles sont les conditions économiques non plus de l'affaire. Donc, je ne me pose pas en termes... Enfin, on sait qu'il y a des films pornographiques qui se sont faits avec des comédiennes consentantes, je veux dire, et qui étaient rétribuées pour ce travail. Voilà, après, je ne sais pas exactement où... à quel niveau se situe cette remarque de Catherine Breillat. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire par ça, quoi, pour tout ça. C'est pas hyper clair, d'autant plus que je ne me rappelle plus le titre,
Mais quand elle force un peu la main à Caroline Ducé ou Doucet pour se faire sodomiser par Rocco Siffredi, je ne suis pas sûr que Catherine Breillat soit si claire que ça aussi dans cette affaire, quoi. Voilà. Bon, c'est bien, j'ai habillé Clichy chez Breillat pour... Voilà. Bon, ok, on va pas. Mais par contre, c'est pas mal parce qu'en même temps, ça nous renvoie sur la question de comment on filme le sexe. C'est ça la question. En tout cas, moi, je sais que disons que voilà, moi, à un moment, ça a été hyper important d'en venir à ça, d'en venir à filmer le sexe, comme beaucoup de monde. Ça a été une question, effectivement, je pense, hautement politique, dans le sens où... Alors, bon, je me répète un peu sur la question, mais ça me paraît un enjeu hyper important, dans le sens où c'était important pour moi, à un moment, de relier le sexe, le fonctionnement des organes, à de l'amour, à de la parole, à du récit, à une histoire, et ne pas laisser ça, ne pas abandonner ça au registre du cinéma dit pornographique, quoi. Le cinéma qui est censé s'occuper de tout ce qui est sale, tout ce qui est en dessous de la ceinture, quoi, voilà. Et c'était important aussi de rappeler pour moi tout bêtement que le sexe fait partie de l'amour et qu'on tombe aussi amoureux grâce au sexe, quoi. Après, effectivement, se joue, et ça a été une chose très compliquée pour moi, hein, effectivement, la représentation du sexe au cinéma, ça a été une chose très compliquée parce que, pour moi, d'une part, je veux dire, c'est parce qu'on livre quand même quelque chose nécessairement, on livre beaucoup de son intimité et que au cinéma, en plus, ça engage des tierces personnes, quoi. Ça engage enfin, qui ne sont pas si tierces que ça. Il s'agit des comédiens, quoi, et qui vont quand même pas mal donner de leur corps et de leur personne. Alors, je ne sais pas si c'est là que Catherine Breillat envisage le côté prostitution de la chose, quoi. C'est vrai qu'on demande aux comédiens et aux comédiennes, donc un investissement très personnel, enfin un investissement quand même, oui, il faut se lancer dans l'intime. Je pense que, disons que les questions se posent finalement, au bout d'un moment, moi je me suis rendu compte que les questions de direction d'acteurs sur les séquences sexuelles se posaient avec plus d'acuité, mais qu'elles se réglaient finalement de la même façon. C'est-à-dire, ce qu'il faut éviter, je pense, c'est que enfin, déjà, je pense qu'il faut en parler, savoir où on va ensemble, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où moi j'aimerais qu'ils aillent, jusqu'où eux sont capables d'aller. Je pense que ça peut se faire en très bonne intelligence. Moi, je sais que, évidemment, on aimerait tous trouver des super comédiens qui en plus d'être bons dans le jeu, d'avoir une super présence, soit capable de bander en direct et de faire une vraie scène d'amour, quoi. Voilà, bon, il se trouve que ça n'existe pas des masses, quoi. Voilà. Bon, même Rocco Siffredi, j'ai pas été convaincu par l'affaire, quoi. Donc, moi, je sais que très vite, j'avais intégré l'idée d'avoir recours, pour un film comme L'Inconnu du lac, d'avoir recours à des doublures, y compris des cinéastes, des comédiens venant du porno. Et pour moi, ce n'était pas si important que ça, en fait, que les comédiens fassent eux-mêmes, prennent eux-mêmes en charge les scènes sexuelles. Je pense que ça se passait vraiment ailleurs, tout ça, et j'étais pour avoir recours à du montage là-dedans. Je pense que effectivement, ce qui était un peu important, c'était d'être toujours réglo avec les comédiens, et surtout, bon, une chose toute bête, c'est-à-dire que, ok, on n'est pas là d'entrée de jeu à devoir s'engager chacun, c'est-à-dire on ne délimite pas le truc. Moi, il se peut que sur le moment, j'essaie de vous en demander plus. C'est évident que j'ai eu cette tentation. De toute façon, vous, à tout moment, vous pouvez dire stop, quoi. Enfin, je pense qu'un comédien aussi, c'est quand même finalement sa gueule et, et son cul qui, à un moment, se retrouveront sur l'écran, quoi. Donc,
L'idée, c'est pour moi, ça a toujours été effectivement de travailler on va dire, en collaboration avec les comédiens. Voilà, on y reviendra peut-être, mais on ne va pas passer non plus le truc sur le sexe. Non, alors si on déplace la focale, c'est bien, parce que... alors, je suis obligé de faire quelque chose comme un previously, hein, un petit... Okay, ouais. Ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. À un moment, j'ai rappelé une phrase de Godard. Il y a eu un petit concours de citations cette semaine. Hein. Il s'agissait de placer des... Je crois que tu en as préparé quelques-unes. Enfin bon. Et à un non, aujourd'hui, non. J'ai très peu de citations. Okay. Alors, je vais nous pourvoir en citations. À un moment, donc, je rappelais une phrase de Godard qui disait que le cinéma est une forme qui pense, et que Danet, lui, disait plutôt que c'était une forme qui donne à penser. Et au moment où j'ai dit ça, c'est là où je vous fais... j'ai pas le génie de Patrick Boucheron pour le faire, mais j'essaie de vous restituer, vous fermez vos yeux et vous verrez la scène. J'ai vu un petit sursaut d'Alain Guiraudy qui a dit très spontanément « Moi, je suis plutôt Danet ». Hein, ça donne à penser. Alors, je voudrais rentrer par là dans la discussion. Alors, j'ai retrouvé la citation exacte, d'ailleurs. Je vais vous la donner. Ce matin, je l'ai trouvée. Donc, c'est Danet qui parle de Fenêtre sur cour, le film d'Hitchcock. Et il dit quelque chose qui me semble aussi très, très juste au sujet de tes films et de l'expérience qu'on a eue ensemble cette semaine. Il dit « C'est mieux qu'un film qui pense, un film qui donne à penser, généreusement, jusqu'au vertige. » Mieux qu'un film qui pense, un film qui donne à penser. Ah ouais, c'est vachement mieux comme ça. Ah, c'est mieux comme ça. C'est toujours mieux d'avoir la citation exacte. En fait, il faut avoir les vraies citations. Et voilà, c'est ça. Donc il faut travailler. Finalement, il faut travailler. Et on n'est pas loin de la question. Ben là, je suis d'accord, moi, avec tout. C'est ça. Donc, mais attends, c'est pas fini. Là, tu sais que je ne sais pas parler peu. Je voulais rentrer par là dans la discussion parce que si l'un des enjeux des films d'Alain Guiraudy, comme tu l'as rappelé, Jacques, est politique, ils ont une manière de poser, en fait, de laisser entendre une... Mon fils a toujours cette réaction quand je parle, en fait. C'est ça. Ils ont cette manière de laisser entendre une position, ce qui, à mon avis, veut aussi dire une décision, d'une manière qui est à chaque fois suggestive. Alors, quelle décision et quelle position, c'est quelque chose qu'on ne dit plus beaucoup, qui se montre, je crois, qui se montre dans les films d'Alain Guiraudy, c'est qu'il existe bel et bien encore et toujours des classes sociales. Il y a des classes sociales, et pourtant dans les films qu'on a montrés et autour desquels on a essayé de parler, avec ou sans toi, la force de la chose, c'est qu'il n'y a à aucun moment une lourde machine idéologique, théorico-politique qui se met en place. On ne discute pas de l'idéologie allemande de Marx, etc. Ce n'est pas la question. Mais quelque chose montre, plutôt que démontre, quelque chose montre la lutte des classes. Pour ceux qui n'ont pas vu les films d'Alain Guiraudy, les personnages sont bûcherons, vendeurs ou anciens vendeurs de fruits et légumes, bergers, pasteurs et surtout ouvriers. Dans le premier film la forme la plus longue qu'on a montré ce premier jour, on a montré des courts-métrages et que Mathieu Padovani, discuter avec nous. On a montré un film qui s'appelle Ce vieux rêve qui bouge. Donc, il faut bien entendre le titre, qui est grandiose. Dans ce film, on voit, donc tu montres la fermeture d'une usine, le démontage d'une dernière machine, donc dans les derniers jours d'une usine, et la question qui, parmi les 1000 questions qui s'y posent, se pose aussi, comme on ne le fait plus très souvent, la question du travail, de la fin du travail, et de ce qui arrive aux hommes une fois qu'il n'y a plus le travail. Et en même temps, il y a la thématique très très forte, et là il faut parler en termes marxiens évidemment, de l'aliénation, c'est-à-dire que la question qui se pose plusieurs fois dans le film, au cours d'apéro, hein, c'est pas un débat théorique, c'est tiens, en fait, pour qui on travaille et pourquoi on travaille. Mais si on ne travaille pas, qu'est-ce que font les hommes ensemble, hein? Alors, ils baisent, et à part ça. Mais ils ne baisent pas tant que ça. Dans celui-là, non. Enfin, je veux dire. Mais après, dans les autres,
Donc on va creuser la question si tu veux. Et donc, dans Rester vertical, je suis obligé de vous restituer quelques films quand même. Dans Rester vertical, alors il y a les bergers, les pasteurs, etc. Il y a un cinéaste. Tout à fait. Un cinéaste, on doit dire que c'est un cinéaste en cours de prolétarisation intense. Tout à fait, de sous-prolétarisation même, oui. Qui, au départ, il y a un plan où on le voit prendre du son ou faire un repérage, je pense, et après, c'est fini. La seule chose qu'on l'entend faire qui a rapport au cinéma, c'est appeler son producteur pour le taper de 2, 3 ou 4 000 euros, voilà. Jusqu'à ce que le producteur ne veuille plus, et lui-même, et c'est là que ça devient très intéressant politiquement, lui-même devient clochard, et il y a une scène formidable, en fait, où lui-même se fait dépouiller du presque rien qui lui reste par des clochards encore plus clochards que lui. Hein, dans tes films, il y a quand même un film qui s'appelle Du soleil pour les gueux et un autre, Pas de repos pour les braves. D'accord ? Donc politiquement, c'est quand même quelque chose qui me semble extrêmement puissant, posé, lourd au sens lourd à penser, et c'est jamais démontré, c'est juste montré. Donc de tout ça, si tu veux, tout ça c'est ce que j'appelle une position politique. Et donc, je me demandais, je comprenais tout de suite ta spontanéité vers la position de Danet, en fait, hein, donner à penser. Ouais. Je vois que tu donnes à penser. Mais donc, il y a ce que tu ne montres pas dans ces films-là, c'est comment pour toi, ça travaille le rapport de classe, la lutte des classes, on pourrait dire, etc. Comment tu arrives à amener ça dans tes films qui, de prime abord, s'y prêtent pas forcément. Ouais. Non, mais je crois que surtout, déjà, les films sont sous-tendus par quelque chose de très politique, que je livre pas, effectivement, je livre pas un discours, mais ils sont tous, ils viennent tous, effectivement, d'un souci ou d'une question politique, en fait. Donc, alors après, j'ai quand même beaucoup de mal, et ça, c'est un truc sur lequel je bute, par ailleurs, à investir réellement le politique, à faire un film sociopolitique au sens où on l'entend, je ne sais pas moi, de la part de... Alors, sans revenir à la fiction de gauche, mais je pense au Ken Loach de Family Life ou de Kess, ou à Nanni Moretti, à Almodovar aussi, qui est très politique, qui même sont politiques, ont des fois un discours politique dans leur film. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Je sais pas, il me semble que moi, au contraire, alors je viens beaucoup, effectivement, des années 70. Moi, je viens... déjà, donc je trouve que je suis très politique à la base, c'est-à-dire que je suis la queue de la comète on l'aime bien celle-là, des années 60, de mai 68, quoi, voilà. Ouais, mais elle a été éprouvée, c'est du boulot, quoi. Ouais, si vous croyez que ça vient comme ça, quoi, ce genre de Lacan est passé par là, on a travaillé hier. On a travaillé. Donc, j'étais voilà, au lycée, je fricotais avec des gens du Parti communiste marxiste-léniniste. Il doit y avoir un autre truc derrière. Enfin, des maoïstes, une frange maoïste. Puis après, j'ai adhéré très jeune au PC, alors que quand j'étais en fac. Donc, je crois que finalement, par exemple, pour en revenir à ce vieux rêve qui bouge, qui est la fin où on est dans les derniers jours d'une usine qui a laissé une dizaine où les divers plans sociaux ont laissé une dizaine d'ouvriers au chômage, encore en faction, mais qui n'ont rien à foutre, et à la fin de la semaine, c'est fini, l'usine plie. Et je crois que là, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a... on va dire que mon envie de cinéaste, mon désir de cinéaste a commencé là où mon désir de militant, mon militantisme finalement se heurtait à des impasses. On a lutté effectivement à l'époque pour le maintien de l'activité. Moi-même, alors mon père travaillait dans une usine comme ça, mais moi-même, je veux dire, je n'étais pas franchement, enfin ok, maintenant l'activité, mais je n'étais pas franchement convaincu d'avoir envie d'être ouvrier toute ma vie. On commençait à avoir un tout nouveau rapport au travail, il me semble. Moi, je vois mes parents ou dans mon entourage. Alors bon, je vais d'un milieu paysan et ouvrier. Ma mère était agricultrice et mon père ouvrier.
mais ouvriers et paysans, évidemment, ils faisaient un peu les deux. Mais je voyais des gens autour de nous qui, bon, voilà, ils rentraient au boulot, ils intégraient un boulot à 20 ans et normalement ça s'arrêtait à 60 avec la retraite, quoi, voilà. Et nous, ma génération, on a commencé à avoir un tout autre rapport au travail, pas forcément, ouais, enfin, on se voyait mal nourrir un attachement à la boîte dans laquelle on allait bosser, quoi. Enfin, et puis, je ne suis pas sûr que la vie passait comme ça enfin, la vie ou l'utilité de la vie passait systématiquement par un boulot qui allait durer, par une carrière, quoi, voilà. Par une carrière, enfin bon, je ne pense pas que les ouvriers aient la sensation de faire carrière non plus, quoi, hein, mais par un travail, quoi. Je vous mets des guillemets à tout ça. Donc je voulais vraiment parler de ce rapport au travail en train de changer. Et en fait, fondamentalement, j'avais deux projets. J'ai réuni deux projets. J'avais une velléité de documentaire. Je l'ai déjà dit que je suis un grand velléitaire du côté du documentaire. Et que sur la fin du travail, la fin d'un certain rapport au travail et la fin, non pas du monde ouvrier, mais d'un certain monde ouvrier qui venait de cette espèce de ce prolétariat qui venait de la bonne grosse vieille industrie lourde, quoi, et qui, même moi personnellement, avait incarné aussi la possibilité du changement, quoi. Et j'avais donc ce projet documentaire et parallèlement j'avais aussi un projet de fiction autour d'une histoire de désir qui ne se nouait pas, un désir un peu foireux entre trois hommes et une triangulation du désir qui n'était jamais réciproque, quoi. Voilà, une espèce d'équation un peu indémerdable. Et le jour où j'ai eu une bonne idée, un jour, voilà, et ça a été de réunir les deux projets, comme si je sentais qu'il y avait moyen c'était une façon de déboucher un peu les horizons. Voilà, on est avec 10 mecs qui n'ont plus rien à foutre, qui glandent mais alors toute la journée, qui restent dans le rituel du travail, qui prennent la douche le soir, pourtant on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup transpiré. Et petit à petit, effectivement, alors, et je pense que la bonne idée du film aussi, parce qu'il y a plein de bonnes idées dans ce film, c'est que, justement, c'est que le désir ne se dénoue pas dans le rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il y a il y a du désir qui circule entre trois hommes, quoi, pour un contremaître, donc le mec un peu dans la classe intermédiaire entre prolétariat et patronat, mais qui va de toute façon gicler avec tout le monde à la fin de la semaine. Gicler, voilà, ben ouais. De toute façon, on est ouais, voilà, j'ai la Lacanienne à côté de moi. Je vais vraiment pris. Le lapsus volontaire, c'est pas mal aussi, pas mal. Voilà. Donc, qui va être licencié à la fin de la semaine avec tout le monde. Et je ne sais pas, parce que c'est marrant, parce que longtemps, j'ai eu même une fin assez hyper positive et hyper... puis un peu facile, quoi, où effectivement il y avait l'intérimaire. Parce que oui, alors non, les trois, il y a le contremaître, il y a un ouvrier intérimaire qui vient de démonter une machine, mais qui paraît, lui pour le coup, n'attache pas du tout d'importance à cette usine et qui n'est pas du tout lié à ça et qui va aller travailler ailleurs la semaine suivante. Et un vieil ouvrier qui en a 50, 51, je me dis, c'est ça, à l'époque, je considérais comme un vieil ouvrier, j'ai 55 balais, et je considérais un mec de 51 ans comme un vieil ouvrier quand j'en avais 30, c'est terrible. Et donc, un vieil ouvrier qui en paraît 60, mais qui en a 51, et qui, voilà. Et donc, il y a eu un truc qui se noue entre eux deux. Mais quelque chose n'est pas possible, voilà, ça ne va pas se faire, ils ne vont pas partir en coucher ensemble, ça se dénoue, je pense que le désir se dénoue un peu plus dans quelque chose où trouve sa satisfaction dans quelque chose qui relève un peu plus de la franche camaraderie, alors on m'a parlé beaucoup de la grande communauté des hommes, chère à des gens comme Fassbinder, quoi.
Je ne peux pas dire que j'avais ça trop en tête à l'époque, mais je pense que ça a à voir, quoi, l'idée de recréer. Je pense qu'il y a cette dimension utopique dans le film, nécessairement. Quoi. Et... alors, j'étais parti là-dessus. On parlait, parce que je parlais de la lutte des classes, juste... oui, alors là, ouais. Parce que d'abord, celui qui travaille dans le film, c'est celui qui démonte la machine, c'est-à-dire celui qui met fin au travail, d'une part. Et deuxième point, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est ce qu'on se disait hier en marchant, parce que la force de la grâce, c'est quand même qu'on discute à peu près tout le temps. On marche. On marche. Et donc, ce qui arrive dans les films d'Alain Guiraudy, c'est que les méchants, ce que tu appelles toi les bandits, ce sont ceux qui ont les grosses voitures, autrement dit les riches. C'est pour ça que je dis qu'il y a cette histoire, il y a cette histoire de classe. Parce que j'ai réfléchi, mais j'ai réfléchi à cette histoire, en fait, moi, la classe, c'est sous-tendu par la lutte des classes, effectivement, je crois que j'ai toujours ça en tête, je continue à penser que c'est le moteur de l'histoire, tous ces trucs-là, quoi. Et même qu'il y a quelque chose qui est... que de toute façon, je suis persuadé qu'il y a une partie de la population mondiale, et je crois qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, qui cherchent à en éliminer l'autre partie, quoi, voilà. Et donc, et que ça va aller comme ça jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, quoi, ou quelques-uns sur des îles désertes. Mais donc, forcément, ça imprime, ça imprime fortement mon cinéma. Après, comme finalement, je parle beaucoup de ce que je connais, quoi. Je parle finalement beaucoup de moi, beaucoup de mon entourage, et je mets toujours un peu de moi dans tous les personnages, parce que finalement, parce que j'ai vraiment des scrupules à parler de ce que je connais pas, quoi. C'est un truc qui m'est très compliqué. Même ce vieux rêve qui bouge, j'avais commencé sur une veine documentaire, et puis je me suis dit, oulala, c'est pas parce que j'ai un père ouvrier, que moi-même j'ai bossé 15 jours au mois d'août, à l'été, à l'usine, que je suis apte et vraiment hyper légitime pour parler du monde ouvrier. J'ai très vite adopté une attitude faussement documentaire, quoi. Le nom de la machine a un nom complètement fantaisiste. D'ailleurs, elle ressemble plus à un alambic qu'à une vraie machine d'aciérie ou de métallurgie. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et même finalement, la bourgeoisie, la haute, j'en parle pas, quoi. C'est-à-dire, alors, on parlait hier des bandits, de Pas de repos pour les braves. Alors, c'est des bandits à Buenos Aires, qui est une ville, c'est un mélange de Carmont et de Gaillac dans le Tarn. Je ne sais pas si vous voyez, là, si vous imaginez un peu là. Bon, c'est des méchants, mais bon, je les ai un peu gérés comme des... Bon, on est loin de Tarantino aussi, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a une scène de... Ouais, il y a de la bagarre, mais... et même, finalement, je trouve que c'était pas mal aussi d'avoir ce contremaître dans ce vieux rêve qui bouge, d'avoir quelqu'un, parce que ça, quand même, il y a un truc comme ça dans la classe moyenne de gens qui sont un peu le cul entre deux chaises, quoi. Et d'ailleurs, le capitalisme joue énormément de ça, quoi. Alors, bon, on va pas parler des... mais enfin, il y a des... mais bon, si je veux le dire maintenant, on ne va pas parler des capots du capitalisme, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, quoi. Comment finalement le système arrive à s'en sortir en utilisant toujours l'espoir de la promotion sociale, quoi. Donc je trouve intéressant de penser avec toujours ça en arrière-pensée. Et même d'ailleurs, le film, alors c'est marrant parce qu'il y a justement un film que je n'ai toujours pas réalisé et que je ne réaliserai pas. Je pense que c'est un projet un peu, ça s'appelle Pays perdu. Je crois que c'est un projet un peu perdu sur une... Et là, qui serait un projet qui est vraiment un projet social au sens littéral du terme, puisqu'il s'agit de la lutte d'ouvriers et de paysans pour garder une coopérative laitière qui est larguée par un grand groupe industriel. Bon, sujet, on ne peut plus d'actualité, quoi. Et ils se battent. Et en plus, je me disais, tiens, il faut dépasser le côté... parce que finalement, le cinéma politique aujourd'hui, c'est un peu Stéphane Brisé. C'est un cinéma qui se contente d'un constat. Voilà, hop, ok, les choses vont mal, voilà, et chacun est bien à sa place. Et moi, ça m'intéresse aussi dans ce projet d'essayer de rebattre les cartes et alors sans parler d'espoir, d'apporter de l'espoir, parce que je ne pense pas que le cinéma, on en apporte tant que ça non plus, quoi. Mais au moins
ne serait-ce que même des fois par pure satisfaction personnelle, quoi, j'aimerais arriver à inventer autre chose, une autre façon d'autres rapports économiques, d'autres rapports sociaux, et finalement j'avais commencé à écrire un truc qui est pas si mal et pas si con en plus, hein, autour où finalement la lutte se règle en très peu de temps, et puis les mecs finalement arrivent à virer le grand groupe et à reprendre la boîte, et reprendre la boîte en autogestion, quoi, enfin en s'autogérant, sous forme de SCOP, de coopérative ouvrière et paysanne, et plus avec les ouvriers. Mais puis même, on est, je veux dire, c'est-à-dire on est en 2000, et j'y vais gaiement dans le style, on est dans une espèce de ZAD, kolkhoz, kibbutz, enfin voilà, avec un endroit où on garde les enfants dans une maison, les enfants vivent tous ensemble, comme ça les parents vont pas se faire chier la nuit à se lever pour, voilà, enfin, des trucs qui ont en plus, je veux dire, on a toujours parlé d'utopie par rapport à ça, mais c'est des trucs qui ont existé, quoi, hein, je veux dire, et peut-être qu'il existe encore, j'en sais rien, quoi, mais voilà, il y avait ce côté un peu, tiens, on va faire du socialisme cinématographique, mais tout en essayant d'intégrer quand même l'idée que, tout en essayant d'intégrer le fait que quand même, on y croit quand même un peu moins à tout ça, quoi. Ça en a un peu pris un coup dans la gueule, que effectivement on sent quand même que ce qui est en train de gagner, c'est quand même l'individualisme à tout crin, quoi. C'est plus le mode de vie bourgeois qui tente le prolétaire aujourd'hui qu'on sent que le monde ouvrier est en train d'imposer ses canons, quoi. Voilà, on est plus tenté par la maison avec piscine, on va dire, grosso modo, que par voilà, le dortoir collectif pour les enfants, quoi, je pense. Voilà. Et c'est étonnant, et ça, c'est pour ça en plus d'ailleurs que ça m'intéressait beaucoup de venir discuter de ça, c'est que je me heurte à quelque chose qui est de l'ordre de, finalement, comment on rend la politique sexy, tout bêtement, c'est-à-dire rendre un film comme ça sexy. Alors, j'ai foutu une histoire d'amour entre deux mecs, voilà, sur fond de sida dedans, quoi, voilà, je me dis, tiens, et finalement, je trouve que ça ne rend pas tout ça tellement sexy, quoi. Et comment rendre la politique sexy sans y foutre du sexe dedans, voilà. J'en suis là, comme quoi ça pose... Voilà, c'est bien, voilà, je vous livre mes questions en direct aussi, quoi. Alors, juste, tu viens de prononcer une phrase qui excite un tout petit peu ma pensée. Tu viens de parler de socialisme cinématographique. Ouais, voilà, et je me dis comment, je m'interroge sur comment dans la forme de ton cinéma, dans le rapport que tu instaures aux acteurs, la façon dont tu découpes, la façon dont tu te décentres par rapport au naturalisme, par exemple, comment ça se passe? Comment tu fais? Comment tu penses ça? Alors, c'est vrai que j'ai un micro, c'est cool, quoi. Donc, alors, ça, c'est un truc... non, parce qu'effectivement, alors là, après, il s'agit même d'économie cinématographique, même. Hein, c'est-à-dire que... non, alors, il y a d'une part la façon de faire un film, il y a d'autre part enfin, la fabrication, le rapport avec l'équipe technique, et d'autre part le rapport à la... qu'est-ce qu'on met dans le film. Alors ce qu'on met dans le film, encore, moi j'ai l'impression que ça, je suis à peu près arrivé à quelque chose de pas trop mal, dans le sens où finalement le choix de travailler sans star, enfin sans star, le refus de la tête d'affiche, l'idée de faire, puis l'idée d'érotiser des corps plutôt, pas forcément, ne répondant pas au canon de la beauté plastique en vigueur, quoi. Voilà. Le fait, comment dirais-je,
Ouais, je pense que ça, déjà, c'est bon, c'est un bon point de départ, quoi. J'ai l'impression que vraiment, même narrativement, j'ai l'impression quand même de raconter des choses autrement. J'ai l'impression, alors, c'est toujours pareil, c'est la question du film populaire. Je pense que je suis loin du film populaire si on s'en réfère à mon nombre d'entrées, quoi. C'est pas sûr que de ce côté-là, c'est pas franchement brillant, quoi. Mais et quand même, j'ai la sensation que je parle de choses populaires, quoi. C'est-à-dire que même l'idée finalement de mettre le sexe, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus universel que le sexe aussi? Ça aussi, finalement, c'est aussi, j'ai l'impression que ça parle à tout le monde, quoi. Voilà, même et que le sexe soit entre hommes ou entre femmes, entre hommes, entre femmes ou entre hommes et femmes. C'est vrai que je ne m'occupe pas trop des lesbiennes, mais bon. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a que quand même, je travaille dans ce sens-là, dans le sens d'universalité, que chacun a sa chance dans mes films. Voilà, du Berger, du Cosméjean, non seulement il a sa chance dans le film, voilà, il peut être là à la fin, et il existe au même niveau que le personnage principal, quoi. Mais il a aussi sa chance, d'exister. Il a sa chance, on va dire, sensuelle et érotique, quoi. Voilà, il existe aussi comme d'un point de vue érotique. Après, comment dirais-je, c'est l'autre volet qui m'inquiète plus, c'est-à-dire que dans la fabrication d'un film, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un truc super avec L'Inconnu du lac. Voilà, c'est-à-dire L'Inconnu du lac, c'est un film où je pars avec, je me dis, de toute façon, je ne peux pas aspirer à grand-chose comme pognon. Ce vieux rêve qui bouge était un peu comme ça, du soleil pour les gueux, c'était ça, c'est-à-dire d'emblée, j'intègre le fait que je ne peux pas prétendre à une économie à une forte économie. Je n'aurai jamais les moyens de faire un film avec beaucoup de moyens. Ouais, j'aurai jamais beaucoup d'argent. Donc dès l'écriture, j'intègre ça. Je me dis, tiens, on va partir sur un truc tout con, dispositif, très peu de comédiens, un seul lieu, et on part avec caméra, pas d'éclairage, on ne s'emmerde pas avec un groupe électrogène, avec tous ces trucs, on allège l'équipe au maximum. Et puis tout le monde fait un peu tout, quoi. Voilà, ça c'est-à-dire qu'on commence, parce que le cinéma est très compartimenté. Si vous voyez les génériques, effectivement, chef d'éco, premier assistant d'éco, c'est ça, premier assistant stagiaire, voilà, et on est beaucoup, c'est extrêmement hiérarchisé. Normalement, un réalisateur ne parle qu'à ses chefs de poste, et le chef de poste parle à ses assistants, et les assistants parlent aux stagiaires. Voilà, c'est pas un modèle, on va dire, de fonctionnement démocratique, quoi. Voilà, c'est même très dur donc voilà, alors finalement, quand on a une équipe de 10, L'Inconnu du lac, c'est un petit budget. Alors bon, les gens de théâtre, quand je leur dis un petit budget, généralement ils se marrent, quoi. C'est quand même 700 000 €, quoi. Voilà, ça se trouve pas non plus derrière... je sais pas quoi, derrière, ouais, tous les jours, quoi. Mais c'est quand même un petit budget dans le cinéma. Et donc, on était 16 à table pour bouffer, c'est-à-dire, et sur une petite équipe, finalement, il y a un truc, c'est pas très compliqué, quoi. C'est comme, toujours pareil, il y a un côté, faire de la politique à 10, c'est jamais compliqué. Quand il commence à en faire à 50 millions, là, ça devient plus... ouais, ça commence à être plus dur. Et par contre... Derrière L'Inconnu du lac, je fais Rester vertical, film auquel j'accède quand même à des moyens, hein, c'est-à-dire, bon, il y a Canal+, et Arte, c'est un peu le grand chelem du festival du film d'auteur, quoi. C'est-à-dire, j'ai 3 millions d'euros pour faire le film, et derrière, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer, quoi, et effectivement, je me retrouve un peu face à une grosse machine, et à avoir un peu de mal à gérer tout ça, et même je pense qu'on peut dire que ça se retrouve dans l'image, quoi. Il y a quelque chose. D'ailleurs, le film se retrouve en compétition officielle à Cannes, quoi. Enfin, il y a un côté, ça brille, quoi. Voilà, ça a de la gueule, quoi. Il y a une putain d'image, voilà. Hop, on a le groupe électrogène, voilà, on a des projecteurs. Il y a un côté comme ça. Même en restant, je pense que le bilan carbone de Rester vertical reste raisonnable, et en tout cas vraiment 10 000 fois inférieur
à pas mal de films français, mais quand même, il y a quelque chose c'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que j'arrive à maintenir un fonctionnement démocratique dans une économie précaire, et que dès qu'il commence à y avoir du pognon, ça devient compliqué. C'est d'ailleurs l'enjeu de mes prochaines années, quoi. C'est d'arriver à inventer une économie, enfin, c'est même pas une économie, c'est des rapports économiques et sociaux dans mon équipe qui restent effectivement ceux que je pouvais avoir quand je faisais mes premiers courts-métrages, quoi, finalement, où c'est pas mal, je veux dire, où finalement, si le stagiaire mise en scène, il a une idée, il se dit, tiens, quand même, putain, là, c'est con de faire comme ça, ce serait mieux de faire autrement, et qu'il puisse aller voir le réalisateur et lui dire, tiens, au fait, peut-être tu pourrais faire peut-être comme ça, plutôt que, bon, bah, ça serait bien d'y arriver, quoi. Et voilà, je pense que quand il y a une grosse machine, ben, c'est super dur pour le stagiaire finalement d'aller parler direct au réalisateur, quoi. Voilà. En plus, le réalisateur n'a pas forcément envie d'écouter le stagiaire tout le temps, hein, donc voilà. Mais quand on est 10, on a beaucoup plus envie. Ouais. Bon, un mot qui me semble très intéressant dans ce que tu as dit, en tout cas qui m'a arrêté, c'est quand tu parles du cinéma dit politique contemporain, ta frustration avec ces films-là, c'est qu'ils restent constatifs. Enfin, un constat de ce qui déconne. L'idée, c'est que quand tu fais un film, tu montres quelque chose qui est de l'ordre de comment le monde tourne. D'ailleurs, tu fais un monde, en fait. D'ailleurs, tu fais des mondes, finalement. Ce qu'on a pu discuter avec Marielle Massé, c'est que, comme ça, selon les films, alors prenons L'Inconnu du lac, puisque c'est celui-là dont on a parlé avec Marielle, tu recrées quelque chose de l'ordre d'un monde qui se mondanise, ça veut dire qu'on assiste à comment il se crée. Il y a un plan duquel on ne va pas sortir, à peu près. Enfin, il y a plusieurs plans, mais un lieu. Il y a un lieu qui va faire monde, à l'intérieur duquel les hommes vont vivre, s'aimer, mourir, se tuer, chercher à en sortir. Donc, on voit qu'il y a une sorte de loi en fait qui se met en place, ou quelque chose qu'on a appelé, en étant un peu critique aussi sur le terme de communauté. Il y a quelque chose. Oui. Donc, on voit bien que tu montres. C'est ça qui est très beau en fait. Tu montres un monde. Un monde qui est celui que tu fais tourner au sens propre du terme. Donc, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que le cinéma politique, au lieu d'être constatif, il doit proposer quelque chose? En même temps, tu ne peux pas universaliser la proposition, très difficile. Oui, tout à fait. Tu vois. Et je me demande comment tu dépasses le côté constat, critique, politique en ce sens-là. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ça, en fait? Eh bien, de toute façon, c'est un peu tout mon problème, quoi. C'est vrai que comment dirais-je, L'Inconnu du lac, en plus, ce qu'il y a de vachement bien, c'est que ça fait vachement référence en plus à des utopies qui m'ont porté, quoi. Je pense qu'il y a eu cette utopie homosexuelle. Et en plus, même utopie est pas un bon terme. On parle d'utopie alors que l'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. Et ça a existé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu des communautés, même ça a existé. Et ça existe sans doute encore un peu, quoi. Voilà. Mais et puis, il s'agit, et là, je suis plus dans le côté, il s'agit plus de comment on fait quelque chose aujourd'hui avec sa nostalgie, avec quelque chose qui a perdu. Je pense que je parle beaucoup des mondes perdus, en fait, de mondes qui n'existent plus. Rester vertical, c'est à fond là-dedans aussi. Pas de repos pour les braves. Enfin, ouais, je pense que je parle ce vieux rêve qui bouge. Et je suis plus là-dedans. Ce que je n'arrive pas à faire pour l'instant, pourquoi j'ai pas de et j'y renonce parce que j'ai pas de grande idée, ça serait effectivement de donner à voir, de réinventer le monde, quoi, de le réinventer en direct et de donner à voir ce qu'on pourrait faire. Après, effectivement, je suis peut-être en train de courir après un truc, après un leurre, parce que finalement, les cinéastes,
on n'est jamais, je pense, que le produit de la société. On n'est pas déjà, enfin, je me sens pas comme quelqu'un en avance sur son temps. Et je pense pas qu'on soit jamais vraiment en avance sur son temps, quoi. On émerge d'une société, on est un peu l'émulsion de ce qui se passe dans le monde, quoi. On sent le monde, comment il vibre, puis on en restitue quelque chose, mais c'est dur d'aller au-delà. Je pense que même, je pense que finalement, les meilleures expériences que j'ai vues de cinéma utopique, réellement, enfin, politique, pas utopique, politique, annonciateur de quelque chose qui donne à voir quelque chose, qui débouche réellement les horizons, quoi. Je me demande, et qui les débouche réellement politiquement, hein, c'est-à-dire en affrontant la question, même le débat, avec du débat. J'ai l'impression que c'est des films documentaires, quoi, qui curieusement y arrivent, quoi. Mais parce que c'est des films documentaires et ça je pense que c'est ce qu'il y a de mieux dans le documentaire, c'est des films documentaires qui arrivent à donner un arrière-goût de fiction. C'est-à-dire, ils chopent quelque chose du réel, quoi, et ils font autre chose de ce réel, et ça va au-delà de ce réel, quoi. Alors bon, c'est très très compliqué pour moi d'expliquer parce que c'est un ressenti fort que j'ai eu, par exemple, avec des films comme bon, évidemment, je ne vais pas me souvenir des titres. Voilà. Le film c'est Coûte que coûte de Claire Simon, et plus récemment le film de Mariana Otero sur cette usine qui n'est pas... Enfin, cette tentative qui justement fait un film sur une tentative de reprise d'une usine par les ouvrières. Et je trouve que c'est génial le film parce qu'il y a quelque chose le film accomplit, je trouve, quelque chose que je désire très fortement, alors que les ouvrières se plantent complètement. C'est-à-dire qu'il y a carrément leur patron qui fait barrage avec tous les groupes, tous les supermarchés du coin pour ne pas leur racheter leurs produits et elles doivent plier boutique. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je pense que si je fais mon film sur la laiterie autogérée, si j'ai eu ce désir-là, ça a été aussi pour aller au-delà de ce film-là, pour reprendre un peu ce film-là. Et je pense que je me suis repris dans la gueule un truc, c'est que c'est pas parce que je suis avec de la fiction que j'accomplirai le désir des ouvriers de réussir leur truc, que forcément ça fera un film qui m'ouvrira super bien les horizons, quoi. Voilà. Et voilà, après... je pense que ce à quoi je travaille, je parlais tout à l'heure de réinventer le monde, et effectivement, et ça j'y travaille très fortement, c'est de réinventer le réel, quoi. Voilà, ça m'intéresse énormément, quoi. Voilà, c'est-à-dire, alors à une époque, ça a été, c'est passé par des conneries du style, bon, on va mettre des homosexuels partout, il y a une usine, il y a 10 ouvriers dans l'usine, il y a 30% d'homosexuels, voilà. Et de faire en sorte, et ça a été aussi un truc très important pour moi, de faire en sorte que ça ne crée pas débat, que ça ne soit pas un débat. C'est-à-dire que l'homosexualité existe, c'est comme ça. Bon, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais il y a... Voilà, même la question de l'homophobie ne se pose même pas, quoi. Voilà, ça, je pense que dans les années 90, fin des années 90, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi, de sortir un peu de la victimisation, de dire, tiens, voilà, posons-le ça comme cinéma, voilà, si on le met dans le film, c'est, voilà, un autre monde est possible, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Et maintenant, je pense que ça passe par plus... par d'autres choses. Je peux dire un tout petit mot. Mais oui, mais tu as la parole. C'est ce que je voulais laisser la parole à Jacques, mais juste un mot, parce que tu as dit un truc en passant. Là, tu parles de l'homosexualité, et je crois que c'est une position politique, l'homosexualité dans tes films, vraiment. Mais quand tu as dit là en passant, c'était rigolo, évidemment, que tu t'occupais pas de l'homosexualité féminine. Est-ce que c'est parce que tu redis ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que tu connais pas, ou bien parce que tu poses une... Non, mais est-ce que ça pose... C'est très important, parce que on en a discuté après L'Inconnu du lac, avec Michel Blanel notamment. Est-ce que
en régime, pour ainsi dire, d'homosexualité féminine, le rapport à la mort, tu aurais pu le traiter de la même manière, ou est-ce que tu imputes ça à l'homosexualité masculine, ce rapport très lourd à la mort, à la possibilité de tuer en baisant, etc. etc. Non, mais tout ça, moi, déjà, je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est quelque chose, ça se pose en termes très intuitifs. Ouais. Effectivement, je pense que déjà, d'emblée, il y a une chose, c'est que, effectivement, je ne connais pas, et même érotiquement, ça ne m'intéresse pas des masses, quoi, tu vois, même, je veux dire, non, même, je me pose vachement la question, par exemple, quand j'ai vu, on va revenir à lui, à La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, tu vois, pour revenir à l'histoire de pornographie que pointe Catherine Breillat, et je suis tout à fait d'accord avec elle dans le sens où je me dis, putain, mais ça veut dire quoi? Un mec, il est hétérosexuel, un cinéaste d'auteur hétérosexuel, qui filme pendant une scène de baise entre deux nanas pendant 15 minutes. J'ai l'impression de retomber exactement dans le créneau du cinéma, dans les codes du cinéma porno hétéro, où quand même la scène de lesbianisme, généralement, c'est un peu automatique, quoi. Le peu de porno que j'ai vu, il y avait toujours un moment les deux nanas qui baisaient ensemble, quoi. Voilà, enfin, qui faisaient des trucs, quoi. Voilà. Et donc, je me dis, il y a quand même, et puis en plus, vu comme elle est filmée, enfin, en plus il y a quelque chose de très voyeur, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que je serai un peu dans cette position. Moi, quand je filme deux mecs en train de baiser, je suis avec eux quand même, quoi. Il y a un moment, je veux dire, les mecs, je sais, j'ai une idée de comment ça se passe. Et je peux dire aux comédiens, parce que ça aussi c'est un vrai enjeu, quoi. C'est-à-dire, je peux dire aux comédiens, je peux même on dresse la chorégraphie ensemble. Et un comédien, il faut à tout prix, je pense, dans ces moments-là, le dédouaner de devoir s'investir, de devoir faire appel. Si jamais on dit à des comédiens, allez-y, faites l'amour. Ce qui doit vous arriver souvent en montage, vous retrouvez avec des scènes de baise un peu n'importe quoi parce que c'est pas chorégraphié ni rien. Eh ben les mecs, ils vont forcément se protéger. C'est très compliqué d'aller faire appel à sa propre intimité pour restituer une scène d'amour. Et de toute façon, soit il n'y a pas de secret, soit on fait appel à sa mémoire, à son intimité, soit on est en plein dans les clichés de l'amour, quoi. Voilà. Et généralement, ça se termine par la femme extasiée à califourchon sur le mec, quoi. Voilà. Alors que, et puis avec plein de jump cuts, plein de coupes un peu bizarres parce qu'il faut que le monteur, à un moment, il faut bien qu'il se démerde pour raconter, pour avoir l'impression de faire une histoire, pour avoir l'impression que quand même ils prennent du plaisir, ces pauvres gens, quoi. Et tandis que là, moi, je sais que c'était un enjeu très fort. C'est-à-dire, on dit aux comédiens, on va commencer comme ça, puis la levrette, on parle comme ça, et aussi la pipe, la levrette, voilà. Et puis et on fait la chorégraphie ensemble. Et c'était par exemple sur l'Inconnu du lac, c'était hyper important d'avoir une scène d'amour dans la continuité et qui ne soit pas coupée, quoi. Voilà. Après, bon, mais qui ait une chorégraphie très très précise, quoi. Voilà. Même si tout ça est idéalisé, quoi. Bon, j'ai encore bien dérivé là. Non, mais tu as anticipé sur la question que je voulais te poser. On ne doit pas être loin de la conclusion. Conclusion, Serge Bonnery fait 5 minutes. Il fait des signes. Il fait des signes. Oui. Ah non, si justement, si justement le cinéma ne change pas le monde, en revanche, avec tout ce que tu nous expliques sur ta façon de fonctionner, ton cinéma change le cinéma. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais en position de voyeur. On a toujours le sentiment, enfin c'est mon point de vue, que notre regard est décentré par rapport à celui qui serait celui du spectateur classique, moyen, voyeur. Et que c'est sur ce glissement et sur cette différence que se fait ton travail. Oui. Ouais, de toute façon, c'est marrant parce que je me remémorais une question qu'on nous a posée. On était ensemble avec Avi Mograbi dans un débat. Et
le mec nous demande est-ce que le cinéma peut changer le monde? Et moi, je me disais, putain, j'étais super emmerdé pour répondre à la question, parce que je ne savais trop rien, quoi. Il y avait Mograbi, heureusement, il a pris la parole avant moi, et qui a dit non. Et heureusement, non, parce que quand on voit toutes les merdes qui sortent sur les écrans et que tout le monde voit, putain, heureusement que ça ne le change pas, quoi. Et j'ai trouvé ça très, très juste, quoi. Voilà. Et donc, j'essaie de la repasser un peu à chaque fois. Quand on parle de cinéma politique, bon, voilà, soyons contents finalement que le cinéma n'ait pas tant de pouvoir que ça non plus. Par contre, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, finalement, c'est pas mal déjà de commencer à changer le cinéma, quoi. Voilà. Merci. Ok, merci. Merci Alain. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Voilà. Bon. Et,